parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc à examiner la question préalable que nous avons choisi de soumettre au débat. Cette décision ne relève pas du rituel d'un opposant systématique, pas davantage une mesure dilatoire, elle n'est pas non plus un pensum imposé à l'ensemble des collègues alors que des journées de débats intenses nous attendent dans cet hémicycle. Rien de tout cela. Nous souhaitons proposer ce moment pour essayer de prendre un peu de recul sur la situation économique, sociale et financière de notre pays. Les fins d'année relèvent toujours du marathon lors de l'examen du budget et nous laissent bien peu de temps pour mener des réflexions de fond. Cette tendance est renforcée par le présent exercice compte tenu des conséquences lourdes de la pandémie. Elles sont économiques, bien sûr, elles sont aussi sociales et de ce point de vue, il y a urgence. Et puis une question préalable, c'est aussi du temps de débat pour le Parlement, le Sénat qui demande à être écouté et respecté par un exécutif qui tend trop souvent à enjamber le nécessaire débat parlementaire. Ce qui frappe dans ce contexte inédit, c'est que les options fondamentales du gouvernement ne sont nullement ébranlées par cette crise exceptionnelle. Vous vous entêtez ainsi à baisser les impôts. Le calendrier de baisse des impôts est maintenu. Il en va ainsi de l'impôt société qui atteindra 25% en 2022. De même, monsieur le ministre, vous auriez dû faire le bilan des choix fiscaux initiaux effectués au début du quinquennat. La suppression de l'ISF n'a pas, comme vous le prétendez, relancé l'investissement. Les 20 000 foyers les plus aisés ont vu leurs dividendes croître de plus de 100 000 €. Cette réforme a accru la propension des ménages aisés à acquérir des titres en bourse défiscalisés, source de dividendes croissants sous-imposés. Un rapport récent confirme que les placements financiers des ménages les plus aisés sont passés de 45 milliards à 143 milliards entre 2017 et 2018. Les 1 500 premières fortunes de France ont chacune bénéficié d'une hausse des dividendes supérieure à 1 million d'euros. Vous comptiez sur le ruissellement, nous en attendons encore les premières gouttes. Vous nous expliquez que cette suppression a permis le retour en France d'exilés fiscaux. Le différentiel entre les départs et les retours montre un solde positif de 77 personnes. Rappelons à cet instant que le nombre de foyers fiscaux assujettis à l'ISF en son temps était de 358 000, donc avant la suppression, vous n'avez pas mis fin au séparatisme fiscal. Dans le même temps, nous pourrions évoquer la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. C'est une véritable bombe à retardement pour les finances publiques. L'écart de 15 points entre taxation des salaires et des dividendes coûtera à terme 10 milliards par an, du fait des stratégies d'optimisation fiscale mises en place. 3 années plus tard, il convient d'établir un état des lieux de la société française. Les rapports successifs mettent régulièrement en évidence l'aggravation spectaculaire des inégalités dans notre pays. Le Monde, daté de ce mardi 16 novembre, titrait « La crise a exacerbé les inégalités de revenus » et pointait en même temps, je cite, « un plan de relance peu adapté au choc Covid ». La France comptera en cette fin d'année 1 million de pauvres en plus, un taux de pauvreté qui s'était déjà établi à 14,8% de la population en 2018. Et de l'autre côté du spectre, la fortune des milliardaires français a augmenté de 439% en 10 ans, passant de 82 milliards de dollars en 2009 à 442 milliards en 2020, et ceci indépendamment du Covid. La fracture sociale dénoncée un temps ne fait que s'aggraver. Banques alimentaires, secours catholiques, secours populaires, restos du cœur voient arriver dans leur permanence des milliers de nouvelles familles. Le nombre de demandeurs du RSA dans les départements explose, parfois jusqu'à 40%. Oui, soyez-en bien conscients, l'urgence sociale est là. Pandémie et confinement déstabilisent notre tissu commercial de proximité. Dans nos quartiers et nos communes, nous en faisons tous le constat. Pendant la même période, le e-commerce tire profit de la situation. La grande distribution, les compagnies d'assurance devraient contribuer fortement et davantage à la solidarité nationale. L'inacceptable est atteint par certains opérateurs du numérique quand on ajoute les conditions d'une concurrence fiscale scandaleuse nourrie par le Luxembourg au cœur même de l'Union européenne. Monsieur le ministre, vous refusez de taxer les hauts salaires, les dividendes, et vous faites le choix d'avoir recours aux marchés financiers privés pour financer le budget. Ce faisant, vous choisissez la dette.
Dans une réunion préparatoire de la commission des finances, notre rapporteur général, Jean-François Husson, faisait ce constat terrible qu'il vient de rappeler : l'État français se finance désormais autant par l'endettement que par l'impôt. Nous nous retrouvons de plus en plus sous la tutelle de ces marchés financiers qui dictent leurs choix et qui exigent avec l'Union européenne, la BCE, le FMI, la Cour des comptes, des réformes structurelles. C'est au nom de la dette que l'on impose à nos concitoyens la réduction de la dépense publique, les privatisations, la dérégulation et l'affaiblissement de l'État. Certes, la dette des États s'appelle dette souveraine. On n'est pas souverain quand on dépend des marchés financiers. On est souverain quand le Parlement vote l'impôt, un impôt progressif, équitable et auquel, bien sûr, personne ne se soustrait. Non, la dette souveraine, c'est un oxymore. C'est le jeune vieillard du Malade imaginaire de Molière. Ce débat sur la dette publique, il faudra bien que nous le menions un jour. Il nous faudra sortir du catastrophisme systématique, sans stigmatiser nos concitoyens qui seraient coupables de vivre au-dessus de leurs moyens et d'endetter en pleine irresponsabilité leurs descendants. Dans l'Antiquité, vous pouviez être condamné à l'esclavage pour dette. Il faudra bien sûr que l'État retrouve sa pleine souveraineté budgétaire, sa liberté, en imaginant d'autres moyens que le recours au marché privé pour assurer son financement. Non, l'État n'est pas le parasite proliférant au détriment de l'économie privée que l'on nous décrit si volontiers. Sans générer à lui seul la croissance, il en est du moins l'un des paramètres essentiels. Depuis le printemps dernier, ce ne sont pas moins de 460 milliards d'aides en argent public qui ont été mobilisés sous diverses formes. Vous avez fait le choix de n'introduire aucun principe de conditionnalité au monde économique au nom de l'urgence. Mais l'urgence n'est pas de revenir mécaniquement au monde d'avant. Cette crise bouscule, interroge. Le président de la République, dans son intervention du 13 avril dernier, avait eu ces mots : « Sachons nous réinventer et bâtir un autre projet. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Il nous faudra interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis les décennies. » Fin de citation. Nous ne retrouvons pas ces belles envolées dans le projet de loi de finances qui nous est soumis. Ce budget s'inscrit dans une continuité néolibérale qui ne répondra pas aux exigences de justice sociale. Ce PLF se limite à la politique de l'offre et néglige fortement la demande. Rien sur les salaires, rien de significatif sur le pouvoir d'achat des ménages, quelques mesurettes ici et là sur la pauvreté. Franchement, le compte n'y est pas du tout. Une relance de l'offre dans un contexte de demande durablement anémiée, des gains de productivité inexistants, des taux historiquement faibles et de financiarisation n'a pas beaucoup de sens. Comment croire que ce budget est un budget de relance ? Les chiffres présentés sont sans ambiguïté. Le volume des dépenses publiques recule sur un an. M. Le Maire s'est aussi félicité que le Gouvernement ne crée pas d'emplois publics. Or, la pandémie a mis en évidence de manière très criante les immenses besoins dans nos hôpitaux publics, par exemple. En 2021, il y aura même une légère réduction nette d'emplois publics de 157 postes. Il y a certes eu abondance de communication, autour des 100 milliards depuis le mois de septembre, mais l'examen minutieux des dispositions budgétaires montre qu'il faut singulièrement nuancer ce chiffre. Quant aux 40 milliards de l'Union européenne, tout nous conduit à la plus grande prudence. Les 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production viendront impacter fortement les budgets des collectivités bénéficiaires, collectivités elles aussi en première ligne pour faire face à la pandémie ces derniers mois, et qui restent encore dans notre pays un levier essentiel pour la relance économique, elles qui représentent plus de 70 % de l'investissement public de ce pays. Faites confiance et appuyez-vous sur les territoires au lieu de les considérer systématiquement comme une variable d'ajustement budgétaire. Ce budget est donc un budget de continuité de la politique du quinquennat de M. Macron, menée depuis 2017. Vous cramponnez à vos choix fondamentaux, vos choix qui ont des conséquences sociales graves, nous l'avons illustré, et s'installe un climat dans le pays qui devrait tous nous interpeller. L'inquiétude quant à l'avenir grandit et la confiance recule. Oui, il faudrait demander un effort aux très hauts revenus. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, il s'agit juste d'essayer de construire des normes de justice acceptables pour le plus grand nombre. Au printemps, le gouvernement disait « personne ne va payer, on va augmenter l'endettement, mais il n'y a pas besoin de demander plus d'efforts aux plus riches ». Aujourd'hui, le discours n'est plus du tout le même. Oui, cette dette, nous dit-on, il va falloir la payer. Oui, il y a urgence à aller vers un système de plus grande justice fiscale,
Ces débats ont lieu partout dans le monde. Il ne s'agit pas d'un tropisme français. Les mêmes questions se sont posées durant la campagne aux États-Unis. Elles se posent au Royaume-Uni ou encore en Belgique. Voilà, mes chers collègues, les raisons qui nous ont amenés à déposer cette question préalable. L'échange nous paraît indispensable avant d'entrer dans la mécanique du PLF. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Merci, mon cher collègue.